Rebonjour ou bonjour à tous. Merci d'être de nouveau avec nous sur ce village de l'eau et de nous rejoindre pour cette deuxième conférence de la journée. Il y en aura encore une autre, je vous ferai l'annonce en fin de conférence. Il y en aura encore une dernière à 16h30. Mais pour l'instant, nous allons parler de la protection du milieu naturel. On a beaucoup parlé, notamment ce matin, de la préservation de la ressource. Et là, on va parler de la protection du milieu naturel. Alors, dans notre territoire, on a le littoral océanique girondin, en passant par l'unique bassin d'Arcachon, le majestueux estuaire de la Gironde, mais aussi tous les cours d'eau du département, les zones humides. Tout cela représente un patrimoine naturel important qui nous entoure, riche d'espèces animales ou végétales remarquables qui font tout l'écosystème et la diversité de notre région. Mais tout cet ensemble est bien évidemment menacé et fragile, notamment menacé par le réchauffement climatique, mais pas seulement, parce que nous sommes aussi dans une région où le développement démographique est considérable, avec toutes les pressions que cela engendre sur les milieux naturels, on va le voir. Alors il faut concilier les différents usages de l'eau, qu'ils soient domestiques, agricoles, industriels, et il faut prendre en compte tous les rejets liés à ces utilisations et les pollutions charriées par ces eaux. Donc pour faire un état de la situation, un état des lieux de nos milieux naturels, mais aussi, vous le verrez, pour nous inviter à nous engager dans la protection de ces milieux, nous accueillons Éric Vessy. Merci d'être avec nous. Vous êtes hydroclimatologue, médiateur scientifique et directeur de l'association Terre et Océan. Hélène Abarou, vous êtes responsable du service innovation et expertise à la SABOM, qui est la Société de l'assainissement de Bordeaux Métropole, et vous allez nous expliquer tout ça. Anne Delfaux, vous êtes responsable de la communication à la SABOM. Merci également d'être avec nous. Et Anthony Boudet, vous êtes bénévole de l'antenne Gironde de Surfrider Foundation Europe, que les gens connaissent bien, mais il est toujours utile d'en parler. Merci beaucoup tous les quatre d'être avec nous. Alors je m'installe, même si on n'a pas encore de public là, mais je ne désespère pas. Je m'installe là. Hélène Abarou, je me tourne vers vous pour commencer. Je pense que le public et tous les usagers auraient bien besoin de faire un point sur vos missions qui sont essentielles dans le bon équilibre écologique de nos milieux, parce que la SABOM, on l'a dit, est en charge du service public de gestion des eaux usées et des eaux pluviales urbaines. Alors expliquez-nous votre rôle et rapidement le fonctionnement de vos services. Oui, bonjour à tous. Donc, je travaille à la SABOM. Comme disait Pauline, c'est la Société d'assainissement de Bordeaux Métropole, donc qui gère à la fois les eaux usées et les eaux pluviales pour le compte de la métropole, filiale de Veolia. Et donc, aujourd'hui, notre sujet concerne la préservation du milieu naturel. Donc, on peut s'interroger légitimement sur pourquoi parle-t-on du service de l'assainissement ? Eh bien, il m'a semblé intéressant dans un premier temps de rappeler quel était le rôle du service de l'assainissement et son périmètre d'action. Donc, tout d'abord, un service d'assainissement, ça sert à quoi ? Ça sert à collecter et traiter les eaux usées des habitants de la métropole, mais aussi d'industriels qui, sur le territoire, vont rejeter dans nos réseaux leurs eaux usées industrielles. Donc ces eaux usées, une fois qu'elles sont collectées, elles sont acheminées vers des stations d'épuration qui traitent une grande partie de la pollution. Et à titre d'exemple, en 2022, c'est un petit peu moins de 75 millions de mètres cubes d'eau usée traitée par ces stations qui ont rejoint les différents milieux naturels que l'on peut rencontrer sur le territoire. Alors, on n'a pas que des eaux usées dans notre service. On collecte également les eaux pluviales. Alors, ces eaux pluviales, elles peuvent rejoindre les eaux usées dans des réseaux qu'on appelle des réseaux unitaires et donc poursuivre leur chemin vers les stations d'épuration où elles sont traitées. Mais elles peuvent aussi rejoindre des réseaux que l'on dit séparatifs, où elles sont seules dans ces grands collecteurs. Et là, pour le coup, elles rejoignent directement les milieux naturels. Voilà. C'était un petit topo. C'est important de poser la situation, effectivement, d'autant plus, Anne Delfaux, que c'est un service qui est assez méconnu des usagers. Oui, alors le service de l'assainissement, effectivement, est le service public qui est le plus méconnu des usagers. Quand on fait des petites enquêtes auprès du grand public, on se rend compte que quand on pose la question de savoir
savez-vous ce que deviennent vos eaux usées une fois traitées? Seuls 60% pensent le savoir, et parmi ces 60% qui pensent le savoir, 40% se trompent encore. Et on sait aussi qu'on a quasiment presque une personne sur deux qui pense que c'est un circuit fermé en fait, et qu'après avec les eaux usées on fait de l'eau potable. Donc c'est pas tout à fait ça. Donc on a encore beaucoup de travail effectivement en sensibilisation et en pédagogie pour expliquer tout cela. Un travail fondamental, évidemment, et on y reviendra dans le détail tout à l'heure. Merci beaucoup. Éric Vessy, je me tourne vers vous. Difficile d'être exhaustif quant à la situation. Évidemment, on ne peut pas faire le constat de tout, mais est-ce que vous pouvez quand même nous dresser un panorama de nos milieux naturels girondins et peut-être un peu au-delà, parce que en matière d'espace naturel, il n'y a pas de limite administrative, hein, évidemment. Oui, bonjour à toutes et à tous. Oui, effectivement, donc on a parlé un petit peu du cycle de l'eau urbain et qui est finalement fini dans le milieu naturel, mais il y a le milieu naturel à la base qui est un petit peu décrit là par cette première carte là du sud-ouest avec le bassin Adour-Garonne, une unité d'ailleurs de gestion globale par l'agence de l'eau qui correspond à ce territoire. Mais ce territoire, et si on prend simplement la Gironde, on a, comme vous l'avez dit d'ailleurs en introduction, un estuaire, j'allais dire gigantesque, en tous les cas le plus grand d'Europe, un bassin d'Arcachon très spécifique, on les voit un petit peu sur la carte aussi, des lacs littoraux très particuliers, puis toute des dizaines de petites rivières, de zones humides, de petits lacs également. Mais bon, si on se tient simplement aux deux grands réseaux hydrographiques, alors le plus grand évidemment c'est l'estuaire, ça vient effectivement de toute une partie amont qu'il faut prendre en compte quand on regarde ce qui se passe à Bordeaux, et y compris, je pense, pour l'assainissement. Donc la Garonne, bien sûr, avec tout son apport depuis les Pyrénées, depuis le Massif central. Et puis, si on prend l'autre grand... alors, j'ai une petite carte là pour vous montrer quelques zooms. Alors, il y a plusieurs cartes là-dessus, mais celle sur le côté montre l'estuaire, ou en tous les cas la zone dans laquelle on se trouve à Bordeaux, avec la métropole bordelaise. Et ce milieu-là, en fait, il y a tout un ensemble d'eau douce qui arrive de l'amont. Et puis, on est sur un milieu intermédiaire avec le flux et le reflux chaque jour, 2 fois par jour de la marée. Donc, il fait qu'on a un stock d'eau en mouvement permanent, avec une qualité qui est changeante aussi naturellement, et donc sur laquelle va s'insérer, suivant sa qualité, plus ou moins bien, justement les effluents urbains qu'on y rejette. Alors, sans parler de la salinité, on parlera aussi tout à l'heure du bouchon vaseux. Juste un petit zoom aussi sur les autres cartes qui sont de l'autre côté, qui parlent de l'autre milieu naturel particulièrement à la fois intéressant, mais aussi fragile, et peut-être encore plus fragile que l'estuaire, ce qui est le bassin d'Arcachon. Et volontairement, j'ai mis des cartes qui englobent le bassin versant du bassin d'Arcachon, parce que si on prend un lac, un estuaire comme le nôtre, ou justement une lagune comme le bassin d'Arcachon, il faut voir tout ce qu'il y a en amont. Et ce qu'il y a en amont, c'est un réseau hydrographique, donc plus ou moins abondant en fonction de la météo. Cette année, on est probablement, on y reviendra peut-être encore sur une année délicate, pour ne pas dire plus que ça. Les niveaux d'eau sont bas, à la fois dans le réseau de surface et dans le réseau souterrain. Mais bon, pour revenir au bassin d'Arcachon, donc on a tout un ensemble de rivières qui amènent à cette lagune particulière, et avec un écosystème un peu dont l'emblème peut être par exemple l'hippocampe, mais aussi évidemment les huîtres, avec ses données et ses enjeux économiques. Et donc tout ce qu'on fait en amont, que ce soit sur le bassin Adour-Garonne, donc depuis les Pyrénées, depuis le Massif central jusqu'à Bordeaux, et pour ce qui est de la Leyre aussi, sur tout le bassin, avec des zones agricoles, des zones forestières, ben ça a un impact sur le milieu naturel, donc sur la qualité de l'eau, et sans parler pour le bassin d'Arcachon de toute la zone urbaine également, qui est de plus en plus dense tout autour, qui a nécessité par exemple un grand collecteur fait il y a plus de 50 ans, et qui rejette les eaux à l'océan. Alors c'est peut-être pas parfait, mais voilà, c'était la solution envisagée à ce moment-là. Voilà. Pour le reste, alors je parle rapidement, mais on y reviendra un petit peu de problèmes climatiques peut-être. Oui, mais c'est intéressant de voir ce milieu-là que vous nous avez présenté. Quelles sont les problématiques auxquelles il fait face, les dégradations peut-être? Voilà, donc un réseau hydrographique par nature, c'est irrégulier. Déjà, il y a l'irrégularité saisonnière, mais après, il y a aussi une irrégularité interannuelle, décennale, et de plus en plus, donc avec
un impact plus ou moins important du réchauffement. Alors sur ce graphique, vous avez plusieurs lignes déjà. D'une part, qui vous donnent les débits de la Garonne tels qu'ils étaient au 19e siècle quand on a fait quelques études, au 20e siècle quand on a fait des mesures plus continues, et puis dans les dernières décennies du 20e siècle d'une part, et puis dans les premières décennies que l'on est en train de vivre du 21e siècle. Et on voit que la première ligne du 20e siècle, du 19e siècle, pardon, c'est celle d'en haut. Et puis plus on se rapproche d'aujourd'hui et peut-être de demain, et plus en fait ça baisse. Donc on a une baisse de débit globale de la Garonne, et ça c'est pas spécifique, mais la Garonne est le réseau hydrographique du territoire national français qui présente le plus grand déficit. C'est marqué d'ailleurs dans le texte en dessous. Moins 20% à peu près, on va dire, sur les 30-40 dernières années. Et l'année en cours, d'ailleurs, n'est pas forcément... Enfin, ce début d'année 2023 est pas extraordinaire de ce point de vue-là aussi, justement. Mais voilà, ça a des conséquences sur la température de l'eau, sur la qualité de l'eau. Forcément, plus il y a d'eau, et en général, plus les effluents qu'on y met, même voilà, les plus ou moins traités, ils sont un peu moins impactants pour le milieu. Et moins il y a d'eau, et plus elle est chaude, et plus justement il peut y avoir de l'impact sur le milieu. Et les pollutions sont moins diluées, c'est ça en fait l'enjeu? Voilà, il y a une histoire de dilution. Alors il y a une controverse entre certains spécialistes, on va dire les écotoxicologues d'un côté, les endocrinologues de l'autre, sur les effets de certains micropolluants en fonction de la dose. Mais il y avait une célèbre formule qui disait c'est la dose qui fait le poison. C'est pas que ça, mais il est clair que ça contribue. Plus justement et moins c'est dilué, et plus il y a des faits potentiels. On y reviendra peut-être après avec les poissons et l'écosystème. Et juste un mot rapide, mais il y a aussi les impacts. Alors là, ce sont les impacts du réchauffement climatique, mais les impacts aussi de l'activité humaine. Et on imagine que dans la région, il y a aussi des pollutions liées à l'activité humaine, peut-être l'activité agricole, des phytosanitaires. Dans notre constat du milieu aujourd'hui, on retrouve ça? Alors c'est sûr, oui, je vais reprendre la carte globale du bassin d'Or-Garonne, par exemple. Évidemment, on est dépendant quand on est en aval, comme nous. La Gironde est un territoire côtier, donc on parlera du littoral aussi. Et donc on est, pour les réseaux hydrographiques, en aval d'une grande région qu'on peut globalement dire du sud-ouest pour ce qui est du bassin de la Garonne, et puis un petit peu moins les Landes girondines pour ce qui est du bassin de la Leyre, par exemple. Mais effectivement, quand on est en aval, on reçoit les effluents plus ou moins dégradés le long du continuum de la rivière et du fleuve, qui sont déversés ou diffusés de façon diffuse, comme ce sont le cas, par exemple, des produits utilisés en agriculture. On n'est pas le bassin le plus industriel, donc on a un peu moins de cet impact-là. Et puis aussi, on a des prélèvements, forcément, sur les villes en amont, et puis sur tous les territoires, que ce soit, parce qu'il faut évidemment, encore une fois, prendre l'échelle territoriale large, à l'échelle du bassin versant, pas seulement de la Garonne elle-même, mais de tous ces affluents qui sont multiples, comme on le voit sur la carte. Et qui sont touchés par beaucoup de problématiques, on le comprend. Merci beaucoup. N'hésitez pas à revenir et à préciser, à intervenir les uns les autres. Anthony Boudet, on le sait malheureusement, l'océan c'est le réceptacle ultime des pollutions, des déchets, la finalité de tout ce qui a été émis, ou des eaux qui n'ont pas été traitées. Mais dans vos missions sur le terrain avec Surfrider, qu'est-ce que vous constatez ? Alors, aujourd'hui, ce qu'on constate et ce qu'il faut avoir en tête, c'est que la pollution de l'océan, elle n'est pas due uniquement aux personnes qui vont abandonner les déchets sur les plages ou à bord des bateaux. Ça, c'est la partie visible. C'est la partie visible, et surtout que 80% des déchets qu'on retrouve dans l'océan viennent directement des terres, grâce justement aux rivières, aux fleuves qui vont drainer ces déchets qu'on va retrouver au sein de l'océan. Donc le travail de sensibilisation et de prise de conscience, il commence directement aujourd'hui dans nos villes, dans nos campagnes, de comprendre que, par exemple, un mégot qui est tout petit, qui paraît insignifiant et qu'on a jeté n'importe comment dans la nature en pensant qu'il allait disparaître pendant des années, les cow-boys jetaient leurs mégots depuis leur cheval et on se disait il n'y a pas d'impact, un mégot aujourd'hui c'est 500 litres d'eau qui est pollué avec un seul mégot. Parce qu'un mégot, il contient 40 substances toxiques,
plus du plastique, donc il ne se biodégrade pas. Et donc ça a un impact direct forcément sur la qualité de l'eau et donc sur la pollution après des environnements. Donc c'est vraiment aujourd'hui un des 3 combats de Surfrider. C'est les déchets aquatiques, comme on les appelle. Le deuxième combat, c'est la qualité de l'eau, où on va se positionner un petit peu en défenseur de la côte. Alors chez Surfrider, on a souvent tendance à nous dire, ah ben moi, je fais pas de surf, donc je peux pas vous aider. Alors non, chez Surfrider, on est avant tout des amoureuses et des amoureux de l'océan pour protéger notre terrain de jeu, qu'on fasse du paddle ou qu'on fasse du surf ou qu'on trempe juste les pieds. De la baignade. Et de la baignade, exactement, quoi qu'on fasse. Et en fait, un de nos combats, c'est de nous assurer que les eaux de baignade soient toujours de bonne qualité. Parce qu'elles ne sont pas surveillées toute l'année et on peut avoir des accidents industriels comme on peut avoir des choses qui sont plus volontaires. Et donc on se positionne en défenseur justement de cette côte pour s'assurer que la qualité est toujours là. Et puis forcément, comme on a commencé à l'aborder, le dérèglement climatique et l'érosion nous concernent toutes et tous. Mais c'est aussi de combattre un petit peu des projets qui sont des non-sens pour nous, comme des extensions de ports ou ce qu'on peut avoir aujourd'hui en ce moment qui devient très à la mode, qui sont les fameux surf parks. On a beau être surfeur, nous on est contre ces surf parks industriels qui vont mettre en place des vagues artificielles en plein milieu naturel alors qu'il y a des spots de surf à 30 C'est vrai km. qu'on a besoin de rajouter des vagues. Voilà, qu'on a besoin de rajouter parce qu'on n'a pas la patience d'attendre qu'il y ait des vagues à l'océan tous les jours. Mais ça fait partie de notre sport, c'est un peu le côté ingrat. Mais en tout cas, c'est une hérésie en termes d'utilisation de l'eau. Enfin, on le voit bien, on parle d'aujourd'hui de manque d'eau. On ne va pas aller créer des piscines géantes pour faire des vagues artificielles, ça n'a pas de sens. À quelques kilomètres de la côte, évidemment, et on le verra, vous le développerez dans les actions et les combats que vous menez, parce que là, on est plutôt dans une partie de constat, mais n'hésitez pas à détailler ça. Juste une petite parenthèse, ce matin, dans le cadre du village de l'eau, il y avait l'Eco-Trail, donc une course le long de la Garonne, une course engagée, puisqu'on a demandé aux coureurs de ramasser les déchets sur leur trajet. On a récolté tout ça tout à l'heure. Vous avez parlé de mégots, je crois qu'il y en a eu beaucoup. Est-ce que vous pouvez nous dire tout ce qu'ils ont trouvé, ces coureurs, le long de la Garonne ? Oui, en effet, alors l'Eco-Trail, ils se sont inscrits dans une démarche qui s'appelle les Initiatives Océanes. Et ce week-end, c'est le grand lancement européen des Initiatives Océanes comme chaque année. Ça fait 20 ans qu'elles existent et qu'elles sont menées par Surfrider Foundation Europe partout en Europe. Donc aujourd'hui, on en a un petit peu partout. Il y en a toujours généralement une près de chez vous. Il suffit d'aller sur initiativeocéane.org. Et donc l'objectif est de ramasser les déchets qu'on va trouver soit en faisant de la marche à pied, soit en se baladant sur la plage auprès d'un cours d'eau. Mais ce qui est primordial, c'est de les compter un à un. Parce que c'est bien de ramasser des déchets et de les mettre dans la poubelle noire et faire qu'ils finissent enfouis ou incinérés, mais c'est encore mieux de les compter parce que ça permet à Surfrider d'aller faire du lobbying auprès des politiques et des industriels pour qu'on change les lois. Et donc on parlait des collègues, je vous parlais des mégots tout à l'heure, bien dites-vous que 30 coureurs en 45 minutes, ils ont ramassé 1400 mégots. Donc 1400 mégots ramassés en une simple course. Donc c'est vraiment le déchet numéro 1. Et juste sur la petite... on multiplie par les 500 litres dont vous parliez tout à l'heure et c'est une catastrophe pour l'eau. Voilà, donc c'est bien qu'il ne soit plus aujourd'hui dans l'océan. Mais ce que fait faire Surfrider avec d'autres associations, c'est aussi le pollueur-payeur. Donc de sensibiliser l'industrie du tabac à payer des taxes supplémentaires pour ces déchets qu'elle crée. Parce qu'il y a d'autres solutions aujourd'hui pour les mégots. Et pour vous citer qu'un exemple suffisamment parlant, là on voit que sur l'image que vous avez, on présente les cotons-tiges. Les cotons-tiges, aujourd'hui, ça a été un des combats de Surfrider pour qu'on arrête qu'ils soient en plastique, puisque malheureusement, on a des personnes qui vont les jeter directement dans les toilettes quand les toilettes sont dans la salle de bain. Et ces cotons-tiges plastiques, ils passent les stations d'épuration parce que les filtres ne peuvent pas les retenir, c'est très fin. Et donc, on les retrouve par centaines, voire par milliers sur nos plages. Souvent, on se dit que c'est des bâtons de sucette, et en fait, pas du tout, ce sont des cotons-tiges. Et grâce aux actions menées par Surfrider et d'autres associations, de les compter un à un, parce que si je vous dis j'ai 2 kilos de coton-tiges, vous allez me dire, bon, et alors? Si je vous dis par contre, on a ramassé 8600 cotons-tiges, vous allez me dire, ah oui, quand même, ça commence à faire. Et c'est grâce justement à ces quantifications et ce travail-là qu'aujourd'hui, par exemple, on a les cotons-tiges qui sont en carton. C'est interdit de produire les cotons-tiges en plastique parce que quand on a des solutions, autant les exploiter plutôt que de rester figés. Et donc tout ça, ça a des résultats positifs. Là aussi, on y reviendra légèrement tout à l'heure, mais merci beaucoup pour ce constat. Hélène Abarou, on va revenir vers vous. C'est pas opaque tout ça. Il n'y a pas d'un côté les milieux naturels et de l'autre côté vos services d'assainissement. Il y a des interactions et c'est important d'expliquer. Oui, tout à fait. Comme le disait Anthony, oui. On retrouve des choses dans le milieu naturel. Alors d'où ça vient? On a vu tout à l'heure en parlant de la collecte des eaux usées qu'elles étaient traitées et renvoyées vers le milieu naturel. De la même manière pour la plupart des eaux pluviales, mais il y a parfois des dysfonctionnements du réseau qui peuvent être liés à des
des épisodes pluvieux très intenses, de longue durée, ou tout simplement à des dysfonctionnements ponctuels du réseau. Et donc, comme on peut le voir sur la cartographie, alors je suis désolée, elle est un petit peu dense, ce que représente cette cartographie, c'est un plan des principaux réseaux de gros diamètre sur une partie du territoire de Bordeaux Métropole. Donc en rouge, ce qu'on voit, ce sont les réseaux d'eau usée. En vert, on en a quelques-uns, ce sont les réseaux d'eau pluviale. Et lorsque il y a un dysfonctionnement du réseau, il y a sur les réseaux des soupapes, comme des soupapes de sécurité, qui permettent à l'excédent d'effluents de s'évacuer pour éviter que les eaux usées remontent dans les bâtiments chez les particuliers. Et ce que l'on voit, c'est que ces points de connexion représentés par les pastilles donc, sont en connexion directe avec soit les JAL, soit les différents petits cours d'eau, donc le réseau hydrographique qui va in fine rejoindre la Garonne. Donc effectivement, il y a des points de connexion entre des eaux usées potentiellement non traitées ou des eaux usées traitées et des eaux pluviales et le milieu naturel. D'accord. Donc c'est un petit peu la raison pour laquelle on parle du service d'assainissement dans cette conférence thématique. Oui, tout à fait, bien sûr. Et donc, voilà, à titre d'exemple, juste pour vous montrer quelques ouvrages de ce service d'assainissement, au centre, vous avez un cours d'eau canalisé. Il y en a pas mal sur le territoire de Bordeaux Métropole. Et donc, les pollutions qui peuvent se déverser dans ces petits cours d'eau, après, vont rejoindre, in fine, la Garonne, comme on peut voir ici. Les déchets, toutes les matières que l'on peut collecter dans nos réseaux, si jamais il y a des bouchages, et là je profite de cette tribune pour faire un appel. Allez-y, faisons de la pédagogie. À bonne volonté. On est souvent embêtés, nous, par les lingettes voilà, qui viennent obturer nos réseaux, favoriser des déversements, et comme on le voit avec les points de connexion possibles vers le milieu naturel, c'est vraiment une plaie. Donc, de même que les cotons-tiges, l'idéal, c'est de les jeter dans les poubelles. Donc voilà, je profitais. L'idéal, allez, on va même aller plus loin, c'est de ne pas en acheter du tout. Voilà, on peut faire autrement. Mais déjà, un premier palier, ne pas les mettre dans les réseaux d'eau usée, s'il vous plaît. Voilà, donc ces eaux usées, ces eaux pluviales, elles peuvent transiter vers les stations d'épuration où une bonne partie de ce qu'on appelle la macropollution, donc les gros déchets, une partie des composés dissous, la charge organique, l'azote, le phosphore, peuvent être abattus et bien abattus en fonction des procédés employés. Mais il y a une petite catégorie dont... C'est la partie invisible. Voilà, la partie invisible dont Éric Vessy a commencé à nous parler, qui s'appelle les micropolluants. Alors un micropolluant, c'est quoi ? C'est un composé chimique que l'on trouve à faible concentration, généralement, mais qui, même à faible concentration, peut avoir un impact négatif sur les écosystèmes. Et donc ces micropolluants, Pauline, vous le disiez, ils proviennent, il n'y a pas qu'une source unique. On trouve différentes familles qui peuvent être plutôt emblématiques d'un type d'activité, activité industrielle, activité agricole, activité de transport, mais aussi liées à nos activités domestiques, à ce que nous faisons, tout un chacun. Nous utilisons des produits ménagers, des produits d'hygiène, des cosmétiques, des médicaments. Et tout ça peut passer la barrière des stations d'épuration et se retrouver dans le milieu naturel, même à de faibles concentrations. Donc je laisserai Éric. Mais effectivement, voilà, Monsieur Vessy peut-être peut compléter sur les effets de ces micropolluants, même malgré tous les systèmes d'assainissement qui sont mis en place. Évidemment, il y en a qui se retrouvent dans le milieu naturel, c'est ce qu'on dit depuis tout à l'heure. Alors les effets de ces micropolluants, Éric Vessy. Alors juste pour introduire cette partie-là aussi, signaler qu'à l'université de Bordeaux, enfin à Bordeaux, on a des laboratoires qui travaillent là-dessus et justement qui travaillent avec la SABOM. Oui, parce qu'il faut aussi les recenser, comme disait Anthony Baudet. On a donc des scientifiques sur les sciences de l'environnement et donc des chimistes de l'environnement. Il y a un gros laboratoire de chimie de l'environnement
donc dirigé par Hélène Budzinski, qui a été d'ailleurs médaille d'argent du CNRS il y a 2 ans. Voilà, donc ces laboratoires, il y a un deuxième laboratoire aussi qui travaille sur l'écotoxicologie qui est basé à Arcachon. Et donc les effets justement de ces différents micropolluants. Alors il y a les métaux lourds, il y a tout ce qui est produits phytosanitaires, il y a tout ce qui est aussi utilisé en médicaments aussi et puis en milieu urbain. Les hydrocarbures. Les hydrocarbures. Voilà, et tout ça, ça a des effets. Alors j'ai choisi cette diapo là pour... on parlera des poissons tout à l'heure parce qu'évidemment ils ne sont pas à l'abri eux aussi, mais dans tout écosystème, il y a un enchaînement qui doit justement ne pas être déséquilibré entre la qualité de l'eau, le micro-écosystème qui commence même par le phytoplancton qui n'est pas sur cette diapo, mais voilà, et le zooplancton. Et après, donc ça, c'est l'alimentation des poissons juvéniles notamment. Et puis après, évidemment, tous les poissons qu'on connaît peut-être un petit peu mieux. Mais voilà, ça, il faut bien voir que c'est à l'écran extrêmement grossi. Donc ça, c'est le micro-écosystème dont, pour ce qui est des espèces, le principal, c'est le copépode là, que vous avez au centre, que vous pouvez d'ailleurs voir à l'occasion sur le stand qu'on a à Espace Info Économido là, dans l'allée. Il y a quelques binos pour observer ça. Donc voilà, ça c'est l'écosystème de la Garonne. Et évidemment, quand il y a des micropolluants, c'est les premiers à être éventuellement sensibles à ça et intoxiqués entre guillemets par eux. D'autant plus, et c'est ça aussi qui est important, qu'on est dans des conditions hydroclimatiques particulières à Bordeaux et de façon générale. Donc quand la température est chaude, donc ça c'est la période estivale, et quand on a des canicules comme on en a eu l'an dernier évidemment, on a des chocs comme ça de température qui font que l'oxygène baisse dans le milieu naturel. Et ça a été le cas en 2003, ça a été le cas en 2006. Il y a eu plusieurs années comme ça avec des chocs importants pour le milieu naturel. Et à ce moment-là, ils ventilent, ils respirent de plus en plus, donc ils passent plus d'eau dans leur organisme. Et si cette eau, qui est déjà en général de fait un peu moins importante à cette saison-là, est contaminée par quelques micropolluants que ce soit, il les concentre plus ou moins. Il y a ce qu'on appelle la bioaccumulation pour certains d'entre eux. Et ils ont donc un effet toxique sur eux, peut-être, déjà d'une part, mais aussi sur toute la chaîne alimentaire qui va derrière, des poissons et éventuellement jusqu'à nous, si on consomme cette chaîne alimentaire au niveau des poissons. Mais c'est important d'en parler parce que là aussi on parlait d'invisible, visible, mais ça c'est pas ce qu'on voit. Les dauphins qui sont échoués sur les plages, on le voit, c'est terrible, c'est une image qui fait mal, mais tout ce micro-milieu, voilà, c'est important aussi de dire qu'il est extrêmement touché. Il est touché, voilà, c'est le milieu qu'on ne voit pas. Souvent, on voit disparaître des espèces, hélas, ça peut arriver de poissons, donc on l'observe. Quand on est sur le micro-écosystème, c'est plus difficile à détecter, mais on voit des modifications. Alors, indépendamment des pollutions, par exemple, si je prends l'exemple du copépode dans l'estuaire de la Gironde, on a 3 espèces. 2 qui sont natives, on va dire, une qui est plutôt dans la partie aval, qui aime bien la salinité, une autre qui est plutôt dans la partie amont, qui aime plutôt des eaux plus douces, et puis il y en a un 3e qui est arrivé, on appelle le copépode américain entre guillemets, lors de la Première ou de la Deuxième Guerre mondiale, et qui s'est bien installé. Et jusque-là, il était relativement confiné à un endroit autour notamment des rejets un petit peu plus chauds de la centrale du Blayais. Et ces dernières années, avec le réchauffement un petit peu plus large de l'estuaire et de la Garonne en amont, en fait, on le voit prendre un petit peu plus de place, ce qui n'a pas de conséquences particulières, mais c'est un traceur aussi d'évolution du milieu. Et l'autre chose dont je voulais parler aussi par rapport à l'impact, alors je reviens sur peut-être une diapo, bon, peu importe, mais non, je vais rester sur celle-là. Sur le micro-écosystème, il y a aussi à Bordeaux donc ce qu'on appelle le bouchon vaseux. Je ne sais pas si ça, visuellement c'est net. On imagine, mais expliquez-nous. Voilà, le bouchon vaseux, en fait, un fleuve, ce n'est pas que de l'eau. Un fleuve, c'est de l'eau qui arrive et c'est des sédiments qui sont transportés naturellement. Je reprends la formule qui est souvent notée pour le Mississippi. On dit là-bas qu'il est trop liquide pour le labourer, trop solide pour le boire, ou l'inverse, comme vous voulez. En gros, voilà, il y a des sédiments dans le fleuve. Et puis, arrivé à la partie où il y a la marée, justement, ces sédiments sont bloqués. Et donc, ça constitue une accumulation, une zone de turbidité maximale, pour prendre le terme scientifique, qui va être plus ou moins en aval. Et si sur des échelles de temps, vous savez qu'il y a des îles dans l'estuaire de la Gironde, voilà, c'est le dépôt sédimentaire de sable de gravier, de particules fines qui sont celles qui sont encore et toujours dans le bouchon vaseux. Et puis ces dernières années, du fait de l'élévation légère du niveau marin, mais surtout de la baisse du débit du fleuve, ce bouchon vaseux, il est plus souvent à Bordeaux.
Il est même rarement hors de Bordeaux. Il était avant à Bordeaux aussi pendant une partie de l'année, mais poussé vers l'aval beaucoup plus. Et les eaux usées, justement, elles viennent dans ce bouchon vaseux qui, de fait, est aussi une espèce de réacteur biogéochimique, pour dire un mot un peu barbare. En gros, il y a plein de bactéries là-dedans qui consomment les matières organiques naturelles et aussi les matières organiques urbaines et qui font, de fait, surtout quand l'eau est chaude, baisser un petit peu aussi l'oxygène dans cet espace-là. Et donc, ça contribue aussi à une ventilation accélérée, donc amplifiée de ces petits organismes et des grands aussi, et donc à une sensibilité supplémentaire aux pollutions éventuelles, donc de ces fameux micropolluants organiques. Donc il y a énormément de conséquences multiples. On ne peut pas tout recenser malheureusement, mais on voit bien qu'il y a plein de conséquences sur tous les plans qui sont largement méconnues. Alors à l'issue de ce constat, on a envie de demander quelles sont les solutions et comment s'engager. La première des solutions, déjà, disons que la première entrée, Anne Delfaux, c'est la sensibilisation, le travail. Il faut expliquer, faire de la pédagogie, ce qu'on essaie de faire aussi. C'est ce que vous faites, vous, pour la SABOM. Oui. Alors, vous l'aurez compris, effectivement, on a du boulot en termes de communication et de sensibilisation. Alors, déjà, parce que je le disais tout à l'heure, pendant le premier tour de table sur le constat, c'est qu'effectivement, c'est le service de l'assainissement et le service public le plus méconnu des Français de manière générale, parce que ce n'est pas un sujet, en fait. On ne se pose pas la question de savoir où vont nos eaux usées, ce qu'elles deviennent après. Et honnêtement, on n'a pas envie de savoir. Enfin, je veux dire, il y a aussi un aspect, sujet, les gens ne veulent pas voir cette partie-là, peut-être. Exactement. Donc, on a un vrai travail de sensibilisation et de pédagogie, effectivement, à faire, avec des enjeux qui sont triples, je vais dire. Le premier enjeu pour nous, ça va être d'assurer effectivement le bon fonctionnement du service, donc éviter les débordements et les inondations pluviales, mais également les raccordements non conformes, et puis les mauvais usages. Hélène en a parlé tout à l'heure, les lingettes. Les lingettes, c'est terrible pour nous, ça bouche les pompes en entrée de station d'épuration. Tant qu'on y est, est-ce qu'il y a d'autres mauvais usages Il y en a plein. Il y en a plein, sans faire le catalogue, mais voilà, peut-être des choses qui sont méconnues. Voilà, le gras, jeter le gras dans les éviers, tout ce qui est utilisation de produits ménagers très nocifs, on va dire très chargés en produits chimiques, comme pour pas citer une marque, mais le Desktop, exactement. Donc ça, ce sont des choses qui passent au travers des traitements dans les stations d'épuration et qui vont se retrouver d'une manière ou d'une autre. On va en retrouver des traces dans le milieu naturel en sortie de station. Donc, on a un vrai travail de sensibilisation à faire sur ce premier sujet. Le deuxième sujet, c'est effectivement la qualité des rejets au milieu naturel, la lutte contre les pollutions, ça c'est vraiment, on est au cœur de nos enjeux, et puis la préservation et la promotion de la biodiversité sur le territoire. Donc vraiment l'idée derrière tous nos enjeux de la sensibilisation, c'est vraiment l'idée de tous acteurs, tous responsables en fait. Voilà, c'est vraiment ce qui va alimenter tout notre travail de sensibilisation et de pédagogie. Alors on a un certain nombre d'actions que j'ai hiérarchisées un petit peu de la manière suivante, c'est-à-dire qu'on a des actions vers la société civile qui visent à informer les usagers et à commencer par les plus jeunes. On sait très bien que les plus jeunes après ont une forte influence sur leur milieu familial. Donc on a des espaces pédagogiques au service de l'assainissement sur lesquels nous accueillons des scolaires essentiellement, mais aussi du grand public. Donc 2 espaces pédagogiques, l'un qui est plutôt orienté sur le côté pluvial, lutte contre les inondations, et puis un autre qui est adossé à la station d'épuration Louis Ferre, qui est la plus grosse station du territoire, enfin une des 2 plus grosses stations du territoire, et sur laquelle on va parler effectivement de toutes les étapes du traitement des eaux usées et également de tous les enjeux sur le milieu naturel et la biodiversité qu'il peut y avoir derrière le service. Peut-être que je parasite ce que vous allez dire, mais ça m'y fait penser. Est-ce qu'on peut visiter ? Oui, tout simplement vos installations. J'y viens. Allez-y alors. On ouvre effectivement au grand public les installations que nous exploitons tous les ans à l'occasion du week-end des Journées du patrimoine. Donc ça nous permet également de sensibiliser le grand public qui se déplace généralement massivement et en famille souvent pour venir découvrir donc ce service méconnu qui attire beaucoup parce que ce sont souvent des ouvrages industriels qu'on n'a pas l'habitude de visiter.
Et là, pour vous donner un exemple, les dernières journées du patrimoine en 2022, là en septembre 2022, sur le week-end, on a reçu pas loin de 1000 visiteurs. Donc c'est vraiment un moment important pour nous en termes de sensibilisation. Et puis, on a lancé une campagne de communication qui s'appelle « Ne rien jeter, la Garonne commence ici ». Donc, cette campagne de communication, elle vise vraiment à communiquer auprès du grand public sur les comportements éco-citoyens, l'adoption des éco-gestes. Elle nous permet de communiquer largement sur le mégot, parce qu'un mégot de cigarette, effectivement, Anthony l'a dit tout à l'heure, c'est extrêmement polluant. Et même s'il passe par la station d'épuration, on va retrouver des micropolluants dans le milieu naturel. On a fait donc cette campagne de sensibilisation, on l'a accompagnée de la pose de plaques en fonte à côté d'Avaloir sur la voie publique avec ce message « Ne rien jeter, la Garonne commence ici » pour vraiment faire prendre conscience quand on jette son mégot de cigarette dans un avaloir en pensant faire un geste vraiment pour l'environnement, c'est tout l'inverse que l'on fait. Et on a un vrai travail de pédagogie à faire sur ce sujet-là parce que encore une fois, c'est de la méconnaissance en fait. C'est pas forcément que de la mauvaise volonté, c'est souvent aussi de la méconnaissance. Donc on a cette campagne de communication qui nous accompagne maintenant depuis 2019. Et qu'on a décliné, donc vous voyez, avec des sous-bocs sur l'autopsie du mégot de cigarette, qu'on a décliné également sur le parcours du mégot de cigarette pour essayer de montrer que quel que soit le point où on le jette sur la métropole, il va se retrouver d'une manière ou d'une autre dans la Garonne. Ensuite, on a des actions que j'ai appelées des actions concertées qui s'adressent à des usagers un petit peu plus concernés, c'est-à-dire des gens qui viennent à nous sur des manifestations grand public organisées souvent par des communes de la métropole. Donc, je pense aux semaines du développement durable, journée de l'eau, le village de l'eau où on est aujourd'hui, la Belle Isère qui est une opération de nettoyage du corps de l'Isère qui a lieu la semaine prochaine, samedi prochain, à laquelle on va participer également. Qui est organisé par Cycliner. Donc là aussi, on est présent avec un stand, la Garonne commence ici, et on sensibilise le grand public sur tout ce que je viens de vous raconter, sur les étapes du traitement de l'eau et sur les bons gestes à adopter pour être acteur du bon fonctionnement de l'assainissement sur le territoire. Ce que je vous ai pas dit aussi, que j'aurais peut-être dû commencer par ça, c'est que pourquoi la Garonne commence ici, c'est parce qu'en fait la Garonne sur le territoire de la métropole, c'est le réceptacle de toutes les eaux en fait, qu'elles soient pluviales ou usées, elles vont se retrouver d'une manière ou d'une autre dans la Garonne, d'où cette campagne-là. On a également fait des créations artistiques on s'est associé à des artistes pour rendre visible ce message. Donc on a travaillé avec un artiste qui s'appelle Charlie Devier, qui a travaillé sur la mise en valeur justement de tout ce patrimoine méconnu, des bouches d'égout, des avaloirs, etc., en peignant dessus avec de la peinture écologique, bien évidemment. Mais pour rendre visible notre message, on a fait peindre également une fresque par un graffeur. La Garonne commence ici sur le mur extérieur de la station d'épuration Louis Fargue. Donc on a plein de petites actions comme ça. Et on a également participé à des clean walks sur les quais de Bordeaux l'été dernier et l'été d'avant avec Surfrider et avec Mégo pour ramasser tous ces déchets. Et puis, on a des actions qui visent à créer des symbioses avec la société civile là, pour aller encore plus loin pour une appropriation durable du service. Et donc, c'est ce que j'ai appelé des actions à destination des usagers impliqués. Donc, on va encore plus loin. Donc, tous les ans, nous avons une enveloppe budgétaire, un fonds dit de développement durable que l'on alloue à des associations du territoire pour les aider à développer des projets en lien avec la protection de l'environnement et en lien avec la protection du fleuve, bien évidemment. Donc là, à titre d'exemple, on a soutenu des projets comme la création d'un escape game sur la Garonne de la Water Family. On a soutenu le CESO qui a décliné notre campagne de communication à destination des restaurateurs, qui a fait une grande campagne de sensibilisation des restaurateurs et des bars de Bordeaux pour les sensibiliser justement au fait qu'on
pas balayer leur terrasse et de jeter tous les mégots dans les avaloirs devant leur restaurant. Voilà, donc là, ils ont réalisé une cartographie des restaurateurs engagés et donc c'est un vrai travail de sensibilisation qui est allé vraiment, vraiment loin. On a également soutenu une association qui a créé une pièce de théâtre sur la thématique de l'assainissement et Dieu sait que c'était pas évident. Ils ont réussi à faire un spectacle qui s'appelle Au bord de Lola qui a été joué ici cette semaine pour les scolaires. Oui, hier aussi. Voilà, et hier, un petit extrait hier aussi. Donc c'est le théâtre du fleuve à Lormont et la pièce s'appelle Au bord de Lola et je vous invite à aller la voir parce qu'elle est vraiment très 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 chouette. Oui, et puis on a également une autre action alors là qui est plutôt à destination des étudiants. Nous, on a fait le constat que les étudiants, on les voyait peu. En fait, soit ils viennent dans nos espaces pédagogiques quand ils sont étudiants dans des formations qui touchent à nos métiers, mais sinon, c'est un public qu'on a du mal à toucher. Et donc, depuis, pour la troisième année, là, on organise tous les ans un hackathon. Alors, un hackathon, qu'est-ce que c'est ? C'est un concours d'idées, en fait, ni plus ni moins, qui s'adresse à des étudiants du territoire. Et donc là, on a réuni cette année, le 2 et le 3 mars, 70 étudiants bordelais de 4 grandes écoles, des étudiants qui ne se connaissaient pas entre eux, que l'on a mis en vase clos pendant 48 heures et on les a fait réfléchir à des projets autour de la protection du fleuve, mais aussi en allant plus loin aussi. On leur a demandé de proposer aussi des actions favorisant l'économie sociale et solidaire, etc. Donc on a eu de très très beaux projets de la part de ces étudiants sur notre hackathon, donc la Garonne commence ici. Et puis enfin, on a 2 autres actions qui visent des usagers donc impliqués. On a un observatoire des odeurs associé à un observatoire des odeurs qui s'adresse aux riverains de la station d'épuration Louis Fargue. C'est un secteur, la station d'épuration Louis Fargue, elle est située au bassin à flot. C'est un secteur en pleine mutation qui s'est énormément urbanisé ces dernières années. Et donc, la station d'épuration est au cœur de cet environnement. Et donc, on a décidé d'associer les riverains pour qu'ils nous fassent part, qu'ils participent à la qualité du service aussi et qu'ils puissent nous faire remonter d'éventuelles nuisances olfactives pour qu'on puisse engager, nous, des actions derrière. Et voilà, et on a de vrais liens avec eux réguliers. Et puis, on a également constitué une communauté Garonne. Donc là, c'est plutôt Hélène qui pilote cette action-là, qui est une communauté plutôt de techniques et scientifiques, en fait, interdisciplinaires, de personnes qui travaillent sur des sujets de recherche en lien avec la Garonne. Donc, en fait, notre ambition, c'est d'arriver à créer une communauté de citoyens engagés afin que toutes ces parties prenantes en fait, se fassent le relais de nos actions de sensibilisation dans leur réseau et qu'on arrive à faire percoler sur le territoire toute cette information-là qui est essentielle. Et on voit bien avec vous, et merci de le redire, que ce n'est pas qu'une affaire de techniciens, mais que chacun a un rôle à jouer en la matière. Merci beaucoup. Anthony Boudet, vous aussi, on va revenir, même si tout à l'heure, vous nous avez présenté pas mal de vos actions, mais la partie sensibilisation, action, c'est évidemment votre fort, et communication aussi, parce qu'il est Surfrider. Alors, c'est pas grave. On a votre nom, Anthony Boudet, pour Surfrider. Donc votre partie sensibilisation, action aussi, elle est importante. Et vous avez plein de citoyens qui s'engagent auprès de vous. Vous avez parlé tout à l'heure des initiatives Océane, hein, c'est ça, qui sont ce week-end. Quel autre type d'action Oui, en effet, c'est aujourd'hui de comprendre qu'on est tous acteurs et actrices. Et que on découvre les informations aussi. On a parlé de plusieurs sujets, mais on peut parler des microbilles qu'on avait présents par exemple dans les produits de beauté. On ne savait pas que c'était polluant. On ne nous a pas expliqué que le plastique, il ne se biodégrade pas. On nous a dit non, vous inquiétez pas, on peut le recycler, alors que la majorité ne peut pas le recycler. Donc il faut, je voudrais dire, moi j'aime pas trop quand on culpabilise trop les citoyennes et les citoyens, parce que quand on nous donne pas l'information, c'est difficile de prendre des décisions. Donc l'enjeu chez Surfrider aujourd'hui, c'est de sensibiliser au maximum sans jamais moraliser les personnes, parce que moi-même, avant de m'engager avec Surfrider il y a 6 ans, je n'y connaissais rien à tout ça et je n'en avais pas conscience. Et donc l'enjeu, il est vraiment d'essayer de faire passer les messages au maximum. Donc on en a parlé, on fait des actions communes comme on l'avait fait sur les quais de Bordeaux. Celle-ci, pour moi, elle est particulièrement significative parce que au-delà d'aller sensibiliser les personnes aux déchets qui sont abandonnés sur les quais. Alors les déchets, ne pas les abandonner, c'est bien, mais c'est encore mieux de ne pas les acheter.
d'essayer de trouver d'autres solutions, des alternatives qui permettent de ne pas créer ces déchets qu'on n'arrive plus à gérer. Le meilleur déchet, c'est celui qu'on ne produit pas, c'est ça? Exactement, et qu'on n'achète pas, c'est tout à fait ça. Et l'idée aussi, c'est de se dire comment un petit groupe de citoyens peut arriver à faire changer les choses. Et c'est ce qu'on a réussi à faire à travers ces 2 campagnes pendant l'été, où on a fait du lobbying local, où on a échangé avec la mairie de Bordeaux pour que reviennent les poubelles avec 2 poubelles différentes, une poubelle tout venant et une poubelle pour le recyclage. Ça paraît pas grand-chose, mais c'est ces petites choses qui permettent déjà de mieux traiter les déchets qui sont là et qui sont présents et d'arriver à faire avancer les choses. Donc vraiment, l'idée aujourd'hui chez Surfrider, c'est d'essayer de sensibiliser et d'ouvrir un maximum les yeux des gens sur les différents secteurs. Alors, il y a dans les écoles, on intervient aujourd'hui avec notamment les éco-délégués, donc on intervient auprès des jeunes générations pour justement les préparer à gérer tout ça. Mais il ne faut pas tout remettre sur les jeunes générations, parce qu'elles en ont beaucoup sur les épaules. Je pense qu'à partir du moment où on est encore aujourd'hui actif, qu'on a une manière de consommer, on a une manière de vivre, on a un impact et on peut faire des choses là-dessus. C'est pour ça que Surfrider est présent aussi sur des événements comme celui-ci ou des événements parfois ouverts au grand public comme les festivals de musique pour essayer de sensibiliser une grande majorité de la population. Et puis à travers ces actions comme les initiatives Océane qui sont ouvertes à toutes et tous, où là vraiment l'enjeu c'est d'expliquer l'origine des déchets, d'expliquer pourquoi la majorité des déchets qu'on a autour de nous aujourd'hui ne sont pas recyclables, parce que techniquement on ne sait pas le faire et avec le volume on ne peut pas le faire non plus. Et si en plus ils sont abandonnés dans la nature, ils ont des impacts énormes. On voit bien dans le nord-ouest de la France par exemple, en ce moment on retrouve des petites billes plastiques un petit peu partout sur la côte, ce qu'on appelle les larmes de sirène ou les pellets. Donc ça c'est le plastique à l'état brut qui va servir à produire tous les objets et les emballages plastiques de notre quotidien. Donc on le voit, mais il faut s'imaginer que si vous abandonnez, je ne sais pas, une boîte en plastique de sandwich dans la nature, elle ne va pas se biodégrader, elle va se dégrader pareil en microplastique. Et ça, on ne le voit pas, et donc ça retouche, ça recouvre avec ce qu'on disait tout à l'heure justement, c'est qu'après, ils sont absorbés par les poissons, et puis nous, on se retrouve à manger les poissons et on mange du plastique. À la fin de la chaîne. À la fin de la chaîne, il est prédit malheureusement qu'à horizon 2030-2040, on ait plus de plastique que de poissons dans l'océan. Donc l'idée, c'est vraiment de prendre conscience de ces enjeux-là. Je cherche à culpabiliser personne encore une fois, parce qu'on ne nous a pas informés. Il y a Jean Dujardin, avec son franc-parler, comme il a souvent, qui faisait un ramassage de déchets avec une autre association dans le sud-est de la France, qui, quand il a vu tous les déchets, il a simplement dit on ramasse nos conneries. C'est-à-dire on ramasse en fait ce qu'on a mis par terre sans y faire trop attention, la poubelle qu'on a sortie le soir devant chez soi, qu'on a appuyé dessus comme on pouvait parce qu'il fallait absolument la sortir, mais malheureusement il y a eu un coup de vent, elle s'est renversée et tout a fini dans la rue. Le déchet qu'on a mis dans une poubelle et qui s'est envolé, celui qu'on n'a pas fait attention, qu'on a fait tomber de notre caddie. Toutes ces actions aujourd'hui qui nous paraissaient anodines, où on ne nous expliquait pas forcément que les produits qu'on avait étaient dangereux, étaient chimiques et ont un impact aujourd'hui sur notre nature, c'est l'idée de se dire comment je peux corriger progressivement. Et le cas justement des produits ménagers est flagrant. C'est les produits ménagers, mais aussi les produits de beauté qu'on utilise sont bourrés aujourd'hui de produits chimiques. Et c'est un des combats de Surfrider avec d'autres associations, de faire changer les industriels pour qu'on n'ait pas ces produits à l'origine dans les produits de beauté. Les micro-billes plastiques, ça a été un des combats les plus importants pour dire arrêtons cette hérésie qui n'apporte rien en termes de bénéfices, en plus pour les consommatrices et les consommateurs. Donc changeons la manière de faire. Donc l'idée, c'est que chacun prenne un petit peu les devants, que s'intéresse au sujet. Déjà, merci d'être là aujourd'hui, parce que ça montre que le sujet vous intéresse de près ou de loin, que vous voulez vous informer. Ça commence comme ça. Et puis après, l'idée, c'est plus on commence à chercher, plus on a envie d'apprendre et plus on devient actrice et acteur. Et plus on s'engage, on l'espère. Il y avait aussi un point dont vous nous parliez lors de la préparation, c'est un rôle aussi qui est très positif, celui de lanceur d'alerte. Vous avez un programme dans ce sens-là, quelques mots rapidement? Oui, tout à fait. C'est le programme qu'on appelle Coastal Defender, où aujourd'hui, n'importe quelle citoyenne, citoyen peut être à l'origine du déclenchement d'une alerte, d'une pollution, qu'elle soit une pollution invisible, comme on l'évalue grâce à on peut faire du repérage, de se dire là, on a des pollutions aquatiques, mais des pollutions de déchets, et peut bénéficier de l'accompagnement de Surfrider pour lutter contre ces pollutions, que ce soit un accompagnement juridique, que ce soit un accompagnement de lobbying également, pour vraiment être accompagné, parce que c'est un petit peu notre devoir, quand c'est pas notre volonté, d'essayer de protéger cet environnement qui nous est indispensable pour vivre et qui nous est si cher.
Merci beaucoup. Et vous l'avez dit tout à l'heure, le lobbying, ça marche. Vous avez réussi avec Surfrider et j'imagine d'autres associations, notamment au niveau de l'Union européenne, à faire bouger la réglementation. Éric Vessy, sur ce point, je voulais revenir vers vous. On a fait un constat qui est pas évident, hein, quand même, qui n'est pas toujours positif, mais il y a des choses qui bougent aussi et que quand on se tourne vers ces milieux naturels et qu'on les protège finement et de manière pertinente, on peut faire revenir des choses. Vous nous donniez par exemple l'exemple de l'esturgeon, mais tout autre exemple que vous voudriez développer. Il y a des bonnes nouvelles aussi, quoi. Oui, il y a des actions justement grâce aux acteurs dans comme vous tous, et les associations. Mais c'est vrai que juste par rapport à ça, on parlait de pédagogie, c'est important. Alors évidemment, c'est important de le faire vers tous les publics cette information, mais particulièrement vers les jeunes qui. Bon, moi, ça fait 25 ans à peu près que je me suis engagé à travers Terre et Océan. On n'était pas très nombreux il y a 25 ans en termes d'associations autour de la médiation environnementale, de l'éducation, de la sensibilisation. Aujourd'hui, et c'est avec grand plaisir qu'on voit on est beaucoup plus nombreux, avec une diversité d'actions, d'approches qui permet justement d'embrasser pas mal de sujets et je crois aussi de diffuser quand même de l'information un peu plus efficacement à travers toute la société et particulièrement chez les jeunes. Et je pense qu'on a vu beaucoup d'engagement suite à une information au Bien plus sûr. près, en tous les cas dans le cours. Évidemment, c'est vous qui faites bouger les gens. Bon, voilà, juste. Alors pour revenir sur l'estuaire et les poissons en l'occurrence. Alors là, vous avez un panel de poissons. Alors si on fait l'inventaire et le constat de chacun, c'est pas hyper réjouissant à la base puisqu'on est sur des poissons migrateurs. L'estuaire de la Gironde est un milieu très, très particulier. Autant pour revenir au bassin d'Arcachon, on a une biodiversité encore remarquable, notamment, et d'ailleurs au passage, grâce aux herbiers de Zoster qui sont assez peu connus et justement sur lesquels on travaille justement au niveau d'un projet de sensibilisation à l'heure actuelle. On a le plus grand herbier donc, marin d'Europe, lagunaire plutôt pour le bassin d'Arcachon, sauf qu'il a régressé de 30%, mais que justement on a pris conscience qu'il fallait arrêter sa régression parce que autour de ça, il y a plein d'espèces de plancton et de poissons et de crustacés, etc. Il y a justement les hippocampes, 2 espèces d'hippocampes un peu emblématiques, comme je disais. Il y a l'ostréiculture avec toute la valeur économique et la pêche aussi d'ailleurs que ça peut avoir. C'est Arcachon, une des premières stations marines d'études faites au 19e siècle. Bref, tout ça, c'est intéressant. Après, pour revenir à la Gironde, on a un milieu très particulier puisque j'ai parlé du bouchon vaseux, de ce flux et reflux. Donc, y habiter en permanence pour quand on est poisson, c'est pas évident parce qu'il y a du sel, il n'y a pas de sel, il y a du sel, il n'y a pas de sel. La température monte, un petit peu descend sur l'année. C'est pas évident. Il y a quand même, elle n'est pas sur cette diapo, une petite espèce qui s'appelle la gobie buote, qui est la seule qui arrive à s'adapter à peu près tout le temps et qui est une espèce importante parce qu'elle permet aussi à certains migrateurs d'avoir de la nourriture sur leur passage. Et ces migrateurs justement qui sont présentés là, c'est des poissons marins qui viennent se reproduire dans le fleuve, à part l'anguille qui fait l'inverse. Mais voilà, leurs conditions de reproduction, donc toutes les frayères, ont été un petit peu mises à mal ces dernières années, ce qui fait que la grande alose est interdite depuis un peu plus de 10 ans, l'esturgeon depuis plus de 40 ans, le saumon depuis plus de 40 ans aussi, mais... Ça veut dire que ces espèces-là avaient quasiment disparu, c'est ça? Alors pas tout à fait, mais pour le saumon, on n'en était pas loin. Pour l'esturgeon, on n'en était pas loin non plus. Alors l'esturgeon européen, le côté positif, c'est que l'esturgeon européen, il y a plusieurs types d'esturgeons à travers le monde, était présent au 19e siècle, au début du 20e siècle, dans tous les estuaires français de la façade atlantique, même dans le delta du Rhône par exemple. Et puis partout, ils ont disparu pour des raisons de qualité de l'eau, d'aménagement, de destruction de leur habitat et de leur frayère en particulier. Il n'y a que dans l'estuaire de la Gironde qu'il est encore là. Sauf que il y a une vingtaine d'années, on s'est rendu compte qu'il serait temps de faire quelque chose pour le préserver. Et donc, il y a eu tout un programme européen avec l'INRAE aujourd'hui, ça s'appelait avant le CEMAGREF ou l'IRSTEA. Et après des années de travaux acharnés, les chercheurs de l'INRAE ont réussi à faire reproduire l'esturgeon européen en captivité pour pouvoir remettre des petits esturgeons dans le fleuve, dans la Garonne et dans la Dordogne chaque année. Donc, depuis 2007, il y a des milliers de petits esturgeons qui sont remis du côté de Podinsac sur la Garonne et du côté de Castillon-la-Bataille pour la Dordogne. Et là, la maturité de reproduction, c'est une quinzaine d'années. Donc on est dans les années où on est en train de voir revenir, et ça c'est déjà une
les esturgeons lâchés en 2007 ou 2008. La deuxième question qui se pose maintenant, est-ce qu'ils vont être en capacité de se reproduire dans le milieu naturel pour que l'espèce soit pérenne sans avoir à remettre des esturgeons chaque année. Et le second, sur lequel on pratique également ça, c'est le saumon. Donc le saumon, bon, alors autant l'esturgeon, on sait aussi pourquoi il a disparu. Un jour, il y a des émigrés russes qui ont dit aux pêcheurs de l'estuaire que plutôt que de jeter les œufs aux poules, on pourrait en faire par exemple du caviar. Évidemment, à partir de là, la pêche s'est un tout petit peu intensifiée et évidemment, ça n'a pas duré longtemps. C'était pas durable pour le coup. Pour le saumon, on sait aussi pourquoi le saumon il se reproduit en amont, vraiment en amont. Et à partir du moment où on a fait des barrages de plusieurs mètres, dizaines de mètres de haut, forcément, il ne pouvait plus passer par-dessus. Et donc, il n'y en avait plus. Enfin, en tous les cas, presque plus. Il y en a un petit peu plus dans la Dour, voilà, par exemple. D'accord. Où il y a moins de barrages. Et voilà, donc là aussi, on remet des saumons et on voit, alors pour l'instant, on n'est pas encore allé repêcher, mais on voit une petite réaugmentation du nombre de saumons. Alors quand je dis on, c'est Migado. Il y a une expo d'ailleurs qui était à la Sabom il n'y a pas très longtemps, faite par Migado, qui suit au niveau des barrages sur la Garonne et sur la Dordogne. Ils ont des comptages comme ça, ils voient les espèces passer, le nombre donc peut être compté, et on voit des évolutions plutôt positives. On n'en est pas encore à revenir avec beaucoup de saumons, mais on a plusieurs dizaines de saumons qui remontent Garonne et Dordogne ces dernières années. Et c'est possible grâce à la vigilance et au suivi précis des scientifiques. Et je rajouterai juste, voilà, si on veut, on peut. En tous les cas, l'exemple de l'île Nouvelle, ça c'est pour les oiseaux, parce qu'un écosystème aquatique, c'est la partie évidemment aquatique pure et dure. Et puis il y a aussi tout ce qui est autour. S'il n'y a pas de poissons pour certains oiseaux qui vivent justement de la pêche, je pense à toute la famille des hérons, et je prends l'exemple de l'île Nouvelle dans l'estuaire de la Gironde, où on a par exemple 47 couples de spatules cette année, enfin l'an passé, le double pratiquement de l'année précédente, voilà, et à partir d'une gestion, d'un investissement fort aussi du département, du conservatoire du littoral, là pour le coup. Et on vous remercie de finir sur des bonnes nouvelles. Mais après ce constat tout à l'heure, mais ça fait du bien aussi de voir qu'il y a des choses qui peuvent bouger et que la situation n'est pas figée, heureusement. On a quelques minutes pour prendre des questions du public. S'il y en a, n'hésitez pas. J'avais oublié de vous prévenir qu'évidemment, vous pouviez préparer des questions, mais peut-être que spontanément, vous en avez. Oui, monsieur, je crois qu'on va vous apporter un micro. Merci. Oui, on vous écoute. Oui, tout au début de la conférence, vous avez parlé de la gestion des eaux pluviales par la Sabom et qu'elle se faisait dans deux réseaux différents. Un réseau où elle passait par les steppes et l'autre réseau où les eaux pluviales étaient rejetées directement dans le milieu naturel. Ma question, c'est de savoir comment vous discriminez quelles eaux pluviales vont être... est-ce qu'il y a une discrimination particulière des eaux pluviales qui vont passer par les steppes ou qui vont être rejetées directement en milieu naturel, sachant que les deux, elles sont chargées en hydrocarbures, si elles ruissellent sur les routes ou comme ça. Voilà, c'est ma question. Oui, alors la discrimination, en fait, elle se fait plus, je dirais, en fonction de l'endroit où tombe la pluie. Parce que schématiquement, le territoire qui est à l'intérieur de la rocade, on a essentiellement du réseau unitaire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de double réseau. Les eaux usées et les eaux pluviales sont réunies dans un seul et même collecteur. Et en revanche, dans les communes extra-rocade, ça correspond un peu à un aménagement qui s'est fait plus tardivement, où là, on faisait des réseaux plutôt séparatifs, donc des eaux pluviales et des eaux usées séparées. Alors sur certains gros collecteurs, comme par exemple le collecteur des eaux pluviales de la Rocade au nord, on a des ouvrages pour essayer de piéger justement les sables et les hydrocarbures et limiter ainsi la charge en matière polluante de ces eaux pluviales avant qu'elles ne se rejettent au milieu. Et ça, c'est principalement des ouvrages que l'on peut installer sur les gros collecteurs. Voilà. Sur les collecteurs plus petits, effectivement, on n'a pas toujours l'opportunité d'installer des équipements spécifiques. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a une ou plusieurs autres questions de la part du public? N'hésitez pas. Oui, encore une question. Combien y a-t-il de stations d'épuration
pour assainir l'eau de Bordeaux Métropole? Alors pour l'ensemble des 27 communes, et on reçoit également par endroit des eaux usées d'une partie des territoires à l'extérieur, on a 6 stations d'épuration qui sont réparties 4 en rive gauche et 2 en rive droite. La station de Claudehilde, située sur la commune de Bègles, et la station de Louis Fargue, située sur la commune de Bordeaux, sont les 2 plus grosses stations du territoire. Merci. Petite question complémentaire, est-ce que ces stations peuvent faire face à l'augmentation démographique parce qu'on le voit que la métropole gagne 10 000 habitants par an, ce qui est beaucoup. Et est-ce qu'on a cette marge-là de manœuvre ? Alors on a de la marge de manœuvre, mais il y a une réflexion qui se projette au-delà de 2030, au-delà de 2050, que mène la métropole pour être en capacité de faire évoluer ces filières de traitement pour absorber la charge, pour tenir compte aussi éventuellement des évolutions réglementaires en termes de qualité d'eau à garantir en sortie des stations d'épuration. Voilà, donc on anticipe. Oui, on anticipe ce que l'on peut anticiper, parce qu'avec aussi des épisodes pluvieux, peut-être plus intenses, les réseaux, il faut savoir qu'ils sont dimensionnés pour accepter une partie des eaux pluviales, ou disons une pluie, on va dire, qui arriverait tous les 10 ans, par exemple. Mais quand on a des événements pluvieux plus importants, plus intenses, eh bien, on peut arriver en capacité limite de traitement. Et on sait qu'ils auront tendance à se développer, à se multiplier avec le réchauffement climatique. Effectivement, ce sont les scénarios climatiques qui se projettent. Et c'est, enfin voilà. Alors après, il y a des ouvrages pour la gestion des eaux pluviales sur le territoire, des bassins enterrés, des bassins à ciel ouvert, qui nous permettent d'essayer de faire face le plus possible à ces événements pluvieux pour éviter les désagréments, la pollution. Les débordements, voilà, les débordements. Merci beaucoup. Une dernière question ? Oui. J'en profite juste pour glisser un temps. Je vous recommande vraiment de visiter Louis Fargue, puisque j'ai eu le plaisir de la visiter. Et il y a eu un gros travail de sensibilisation qui a été fait sur les différents supports. Et je ne pensais pas passer 2 heures aussi intéressantes dans une station. Donc je vous recommande vraiment. Comme il y a eu 2 questions sur ces sujets, je me dis qu'il ne faut pas hésiter. Mais voilà. C'était la question, le sens de ma question aussi tout à l'heure. Je pense que plein de gens ont envie de visiter et de comprendre les coulisses de ces services-là. Merci beaucoup. On a encore 2 questions. Merveilleux. Alors, allez-y, on vous laisse distribuer. Je ne vois pas bien. Oui, moi j'avais une question aussi sur les eaux pluviales. Est-ce que justement, quelle est la politique de la SABOM sur la fin en fait du tout tuyau sur le pluvial, et essayer d'infiltrer un peu plus pour que justement en tout cas dans la zone urbaine, le cycle de l'eau soit un peu moins perturbé. Alors, c'est pas une politique de la SABOM toute seule, en fait, c'est une politique au niveau des aménagements sur le territoire métropolitain. Donc, que ce soit les services voirie, les services d'aménagement, il y a effectivement de plus en plus de projets qui visent à infiltrer à la parcelle, ou tout au moins, quand tout n'est pas infiltrable, à réguler le débit d'évacuation de ces eaux pluviales vers le réseau, pour éviter d'engorger et de saturer les réseaux. Alors côté SABOM, en revanche, qu'est-ce qu'on peut faire là-dessus ? Donc on a un projet de recherche en collaboration avec le BRGM. Ce sont des hydrogéologues, c'est un institut de recherche public, pour essayer de développer justement l'infiltration de ces eaux pluviales en fonction des capacités physiques du sous-sol, du sol d'abord et du sous-sol, de retenir ces eaux pluviales le plus possible dans les aquifères dans lesquels elles s'infiltrent, en vue de valoriser ces eaux-là pour des usages, je dirais, qui ne nécessitent pas une qualité d'eau potable, comme par exemple pour le service de l'assainissement, le nettoyage des réseaux d'eau usée ou d'eau pluviale. Il faut savoir que nos camions partent chargés de l'usine de Louis Fargue avec des eaux usées traitées, désinfectées, mais après, quand ils sont en intervention sur le réseau, ils peuvent être amenés à avoir besoin ponctuellement d'un appoint. Et donc l'idée, c'est voilà, via ce projet de recherche,
d'essayer de développer des solutions alternatives à partir des eaux pluviales qui se seraient réinfiltrées. Merci beaucoup. Dernière question? Oui, allez-y. Merci. À un moment, vous avez parlé à propos de Louis Fargue de projets participatifs pour que les riverains ils signalent les gênances olfactives éventuelles. Et moi, du coup, je suis curieux de savoir, quand ils signalent une gênance olfactive, quels sont les leviers d'action dessus? Est-ce que... ouais. Alors, on a mis en place une application en fait qui leur permet de signaler à tout moment via leur téléphone portable ou via un ordinateur ces observations olfactives, on va dire, parce qu'il n'y a pas forcément que des nuisances. Et puis chaque fois qu'ils signalent une observation olfactive, on prend contact avec eux, on les rappelle, pour essayer de déterminer exactement ce qu'ils ont senti, essayer de qualifier cette odeur avec eux et pour nous essayer de déterminer de quelle étape du traitement elle vient. Parce qu'en fonction de la qualification des odeurs, on va pouvoir déterminer si c'est telle ou telle étape du traitement qui est touchée. Et quelquefois, ça ne vient même pas de chez nous. Ça peut venir de l'usine de traitement des déchets qui est à côté, etc. Donc, on essaie de qualifier l'odeur. En tout cas, on revient à chaque fois vers eux et à chaque fois, on entreprend une action derrière. Alors, soit c'est lié ça peut être lié tout simplement à une intervention sur la station qui a à un moment donné généré une odeur. Et donc, ça, on sait pourquoi et on sait la qualifier. Quelquefois, ça peut venir d'un dysfonctionnement, donc ça nous permet aussi de l'identifier et puis tout de suite de mettre en place des actions pour le réparer. Et voilà, en tout cas, il y a une action derrière chaque observation. Et on a donc on s'est donné une obligation de communication vis-à-vis de cet observatoire des riverains. On leur prépare 2 numéros annuels d'une newsletter qui leur est consacrée et qui est consacrée à revenir sur toutes les actions qui ont été engagées sur la station pendant les 6 derniers mois pour lutter contre les nuisances olfactives, les travaux d'amélioration, etc. Et puis on les réunit une fois par an. Donc on les a réunis pour la dernière fois au mois de novembre. On leur a fait visiter la station d'épuration, ce qui permet aussi de créer des liens avec eux et puis pour eux aussi de mieux comprendre le process de traitement. Voilà. Et d'améliorer nos relations de bon voisinage. Et d'agir en toute transparence aussi sur vos services. Exactement. Merci beaucoup. Je vous invite à poursuivre une dernière toute petite, parce que je vois les comédiennes qui commencent à se préparer derrière activement pour prendre la scène. Allez-y, monsieur. Oui, vite fait. Que devient le fonctionnement des stations d'épuration en cas de crue de la Garonne? En cas de de crue de la Garonne. C'est-à-dire, est-ce que vous voulez savoir si les lieux étaient inondés, c'est ça? Que se passe-t-il en cas de crue? Puisqu'en général, les stations d'épuration sont plutôt en zone inondable, non? Alors, donc c'est si vos propres locaux, vos propres lieux étaient inondés, c'est ça que vous voulez dire, monsieur? Non. Si on ne pouvait plus la station évacuer, d'épuration est inondée. C'est ça. Alors, on n'est pas... Alors moi, je n'ai pas vécu d'inondation sur le territoire au niveau des stations d'épuration. En revanche, ce qui peut arriver, c'est que effectivement la Garonne soit tellement haute que, alors, on essaye d'être en économie d'énergie, donc d'utiliser l'écoulement gravitaire pour que les eaux traitées aillent se déverser en Garonne. Mais si la Garonne est trop haute, effectivement, pour éviter d'être inondée par nos propres eaux, on a des groupes de pompage qui permettent de refouler les eaux traitées dans la Garonne. Donc on n'a pas encore connu de la situation d'inondation, même si... Oui, allez-y. Juste un petit mot par rapport à ça. À Bordeaux, l'inondation, elle est un peu liée à la Garonne, elle peut l'être, mais elle est plutôt liée à l'aval, à des grandes marées avec des coups de vent, comme on l'a vu pour la fameuse tempête de 99 par exemple. Mais voilà, donc les crues de la Garonne, elles sont très impactantes jusqu'en amont de la métropole, un peu aussi à Bordeaux bien sûr, mais c'est surtout les phénomènes océaniques concomitants qui peuvent être problématiques. Avec le bec d'Ambès qui est plus haut.
Est-ce qu'il y a d'autres noms? Allez, je coupe court, je mets fin aux échanges et je vous invite surtout à les poursuivre dans les allées du village de l'eau parce que le village n'est pas terminé. Je vous remercie, chers intervenants, pour votre pédagogie et votre engagement sur la question de l'eau. Un dernier point d'annonce. On a beaucoup parlé de la Garonne et c'est pas terminé puisqu'elle sera l'objet de notre 6e et dernière conférence à 16h30 sur la reconnaissance juridique du fleuve. Est-ce que notre fleuve, il peut avoir des droits? Et je suis certaine que ce sera passionnant comme maintenant. Merci beaucoup, ne partez pas trop loin et à tout à l'heure. Au revoir.